Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être au rendez-vous de ce webinaire organisé par l'ARSEG. Merci d'être aussi nombreux à ce rendez-vous. Nous allons parler mobilité, un sujet d'actualité, la mobilité dans les entreprises. Quelle vision pour les années à venir? C'est le titre de notre webinaire. C'est vrai que depuis la crise Covid, la mobilité en entreprise et les déplacements des salariés sont en pleine évolution. On le sait, vous le savez, de nombreuses raisons, l'impact du télétravail, les nouvelles obligations légales, les objectifs de politique RSE, les envies même de chacun des salariés. La France n'est pas égale face aux différentes solutions de mobilité. Il y a une grande disparité entre les grandes agglomérations et le monde rural. Les mobilités douces dont on parle beaucoup ne sont par exemple pas applicables partout. Il y a aussi des différences d'offres potentielles selon la taille des entreprises. Alors, de nombreuses questions se posent à nous. Où en est l'offre actuellement? Quelles sont les attentes des collaborateurs? Quelle place doit avoir même le sujet mobilité dans les entreprises? Quelles sont les tendances qui émergent et les solutions qui vont répondre aux nouveaux besoins, aux nouvelles attentes, aux nouveaux usages? Nous allons donc ensemble essayer de répondre à toutes ces questions, vous donner, on l'espère en tout cas, des idées, des propositions, des suggestions. Et vous allez d'ailleurs pouvoir participer à ce webinaire dans l'onglet chat sur le côté de votre écran. Vous allez pouvoir tout au long de celui-ci poser vos questions. Nos intervenants y répondront au fil de ce webinaire, mais aussi tout à l'heure en fin de rendez-vous. Alors, ces intervenants, avec nous ce matin, Latifa Akou, qui est la présidente de l'ARSEG. Bonjour Latifa. Latifa est là. Il y a aussi à ses côtés Régis Macera, qui est directeur d'Arval. Pardon Miguel. Bonjour à toutes et à tous. Avec le micro, c'est toujours mieux. Et merci Miguel. De rien. Régis Macera, directeur d'Arval Mobility Observatory and Consulting. Bonjour Régis. C'est bien, ça nous permet de faire un test technique à chaque fois, c'est parfait. On va demander à Régis d'ouvrir aussi son micro. Cyril Viéville, consultant en mobilité, le kilomètre d'après, c'est votre société. Bonjour Cyril. Bonjour à tous et à toutes. Brigitte Jakubowski est avec nous, présidente de JK Associate Consulting. Bonjour Brigitte. Bonjour à tous. Merci d'être là. Merci d'être là tous les quatre. Donc, pour répondre à ces nombreuses questions que j'ai posées en préambule et pour, on l'espère en tout cas, définir les mobilités d'aujourd'hui et de demain, quelle vision pour les années à venir. Je vais vous donner, Latifa, la parole pour commencer avec cette question qui s'adresse à tous. Je l'ai dit, ça change, les choses sont en train de bouger, en train de changer en ce moment dans les entreprises sur le sujet mobilité. Votre vision sur cette question, Latifa, qu'est-ce qui a changé là ces derniers temps et qu'est-ce qui est en train de changer? Merci Miguel. En tout cas, déjà, je suis ravie et heureuse de participer à ce webinaire. Je salue les adhérents de l'association, l'ARSEG, et je salue tous nos autres auditeurs. Alors, pour répondre à votre question, Miguel, plusieurs choses, comme vous venez de le souligner. La Covid a accéléré les choses, mais nous avions déjà cette idée de mobilité bien avant la Covid, puisque nous avons la loi LOM, ce qu'on appelle la loi des orientations des mobilités de 2019, qui incitait les entreprises à se mettre sur les mobilités douces. Aussi, la Covid a accéléré puisque nos propres salariés, collaborateurs se sont retrouvés à s'orienter vers ce qu'on appelle les mobilités douces, le vélo, l'électrique, le covoiturage. Et puis, le souci de l'environnement, où chacun s'est rendu compte, et la Covid a accéléré cet élément-là, l'importance de l'environnement. Et dans nos propres entreprises, les présidents, les dirigeants de nos entreprises ont souhaité tout de suite qu'on mette des politiques environnementales, dont la mobilité, pour justement qu'on puisse protéger l'environnement. Merci pour cette introduction, Latifa. Brigitte, des changements effectivement radicaux, vous l'experte, depuis, comme le disait Latifa à l'instant, l'émergence de la crise Covid. Oui, alors évidemment des changements radicaux depuis cette crise en termes de gestion des déplacements professionnels
et bien sûr aussi ceux qui concernent tout ce qui est domicile-travail, dû en particulier à une modification structurelle et qui va durer très longtemps, c'est celle du télétravail. On a donc une grosse modification en ce qui concerne la mobilité par rapport à ce nouveau paramètre qui est inscrit maintenant dans l'organisation des entreprises. Et puis, comme le disait Latifa, une vraie prise de conscience maintenant dans les entreprises en termes de RSE, due aussi à la loi sur la mobilité, résilience et mobilité. Cette loi, on peut en parler avec vous. D'ailleurs, Cyril, votre point de vue sur les choses qui ont évolué ces derniers temps? Oui, alors ce qui est une évidence, c'est qu'il y a une véritable prise de conscience concernant les enjeux de santé, les enjeux environnementaux. C'est comment dans l'entreprise est-ce qu'on améliore la qualité de vie au travail. Et en fait, les DRH et les entreprises comprennent bien qu'avec l'épisode du Covid, le trajet de domicile-travail devient un véritable pilier pour engager les salariés. Depuis le 1er janvier 2018, les entreprises ont l'obligation de déployer un plan de mobilité. Je dirais concrètement, c'est un outil qui est un peu le prérequis à toute réflexion sur comment est-ce que je vais mettre en place une stratégie de mobilité domicile-travail pour mes salariés. Et ça, c'est un outil qui est destiné à toutes les entreprises qui disposaient de plus de 100 salariés sur un même site. Et depuis la loi LOM en 2019, c'est désormais obligatoire aussi pour les entreprises qui ont 50 salariés. Donc, on voit bien effectivement un outil qui est très précieux, qui est encore aujourd'hui assez peu déployé en dehors des très grandes entreprises. Donc, il y a entre 20 et 25% des entreprises qui l'ont déployé, et un outil qui permet d'aller engager toutes les parties prenantes dans l'entreprise, pour lequel il est bon d'avoir un sponsor à très haut niveau, avec un référent mobilité, et qui permet de mener une réflexion sur quels sont les outils que je vais pouvoir mettre en place. Ça peut être le télétravail, la flexibilité des horaires, le covoiturage, l'autopartage, la pratique du vélo, l'amélioration de l'accès. En fait, c'est le préalable à toute réflexion concernant une stratégie de mobilité. Déployer un plan de mobilité. Merci beaucoup, Cyril. Régis nous a rejoint. Alors, pour celles et ceux qui seraient arrivés seulement maintenant ou qui avaient quelques minutes de retard, je rappelle, voilà, nos 4 intervenants qui vont répondre à toutes les questions qui concernent ce sujet très important ces temps-ci de la mobilité. Et pour planter le décor, Régis, vous qui travaillez donc pour Arval Mobility Observatory Consulting, j'aimerais qu'on pose un peu les données actuelles, Régis, où on en est actuellement, où en sont les entreprises, des résultats d'un baromètre qui va être très intéressant pour celles et ceux qui nous regardent concernant les flottes et la mobilité en cette année 2022. Oui, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous m'entendez bien. Ça coupe un peu, on vous entend. C'est pas de la 4K et du Dolby Surround, mais c'est pas mal. Ok, Miguel, vous me faites un petit signe si vous ne m'entendez plus. Merci déjà pour votre invitation. Alors, pour répondre à votre question, effectivement, on peut s'appuyer sur le baromètre des flottes et des mobilités, qui est un baromètre que nous sortons tous les ans. Au niveau européen, on a interrogé plus de 5400 entreprises au niveau Europe et 300 décideurs en France. Et l'idée, effectivement, c'est d'avoir un panorama de ce que font les entreprises à l'instant T et également comment elles se projettent sur les 3 années à venir. Alors, ce qu'il faut retenir de cette édition 2022 dans les grandes lignes, et puis s'il y a besoin de détails, c'est un document qui est en libre service sur notre site Arval Mobility Observatory. La première chose, c'est que, bien entendu, ce n'est pas une surprise, mais la mobilité en entreprise connaît de profonds changements. Et ça, c'est lié à 3 facteurs. D'abord, l'évolution du cadre réglementaire, c'est toute l'arrivée des ZFE, des obligations de renouvellement en véhicules propres. Les évolutions sociales, donc le développement du télétravail, la recherche de réduction des risques et d'exposition des collaborateurs aux risques, et puis les enjeux de transformation également des entreprises liés à la digitalisation de leur activité, à de nouveaux standards de pratiques métiers.
Néanmoins, dans ce contexte et dans sa globalité, le véhicule reste quand même un outil extrêmement efficace et nécessaire au développement des entreprises. Alors, pour les VP, on reste sur une logique d'attractivité, de rétention, surtout dans un contexte où le véhicule présente un coût haussier pour le collaborateur. Donc, eux sont portés par la dynamique de la croissance, enfin de la croissance sur certains secteurs d'activité, donc la reprise économique liée aux phases de crise. Tout ce qui est aspect de digitalisation, eh bien, finalement, quand on questionne les entreprises, il s'agit plus finalement d'un moyen supplémentaire qui vient s'intégrer dans de nouvelles formes de travail, mais qui n'est pas tant, qui ne challenge pas tant les pratiques de manière fondamentale. Donc, les déplacements physiques restent un enjeu important, en tout cas pour certains secteurs d'activité. Et effectivement, beaucoup de questions se posent autour de la façon de pouvoir partager les véhicules, les solutions et pouvoir les adapter. Donc, en résumé, les entreprises, à 92%, qui prévoient une stabilité, d'ailleurs, qu'on constate au niveau européen, aux contraintes qu'on vient d'évoquer. En termes d'offres, en termes d'énergie, ils ont déjà commencé à faire bouger les lignes dans les règles qui régissent la mobilité en les chiffres que vous voyez, les 49%. C'est vrai que face à ces évolutions qui sont rapides, continuent à tracter les solutions entre guillemets locatives, c'est-à-dire que les recherches de croissance, puisque là on ne parle pas de taux d'équipement, on est sur des taux d'équipement de l'ordre de plus de 70% sur les grands comptes, un peu moins bien entendu sur le mid-market, mais les formules locatives qui présentent une meilleure agilité, une plus grande flexibilité dans un contexte instable, forcément tirent leur épingle du jeu et tractent la croissance. Si vous voulez passer au slide suivant, et si on descend d'un cran pour comprendre quelles sont la nature des changements aujourd'hui menés par les entreprises, ce que l'on peut dire, c'est que, bien entendu, la transition, elle est en marche, elle est même plutôt bien installée sur les véhicules particuliers, notamment. 71% des entreprises ont mis à la route des énergies alternatives. Donc, ça comprend de l'hybride simple, de l'hybride rechargeable et du full batterie, du véhicule à batterie à 100%. Donc ça, on est plutôt leader d'ailleurs en France, puisque c'est 23 points de plus que la moyenne européenne, ce qui s'explique aussi d'ailleurs par un cadre fiscal pour les entreprises qui les incite fortement dans cette électrification. On a également quand même une logique qui est anticipée par les entreprises, ce qui est lié à la limitation d'usage, donc la mise en place des ZFE, qui ne sont pas étrangères à ces démarches d'anticipation dans les entreprises. Et si on regarde ce qui se passe depuis le début de l'année, donc de manière très factuelle sur les mises à la route, et donc dans le mix énergétique qui est aujourd'hui intégré, on va dire, par les entreprises, tout mode de financement confondu, pas uniquement en location longue durée, ce qu'on voit, c'est qu'on a une certaine stagnation de l'essence, qui est à peu près 22% de part de marché des mises à la route, une érosion continue sur le diesel, mais qui représente encore plus d'un véhicule sur deux, majoritairement tracté, bien entendu, par les véhicules utilitaires. Et ce qu'on constate, c'est quand même que 25% des mises à la route depuis le début de l'année, donc ce sont des chiffres à fin août, on va avoir ceux de fin septembre bientôt, c'est un véhicule, donc 25%, un véhicule sur 4 est un véhicule électrifié. Soit hybride simple, soit hybride rechargeable, soit full électrique. Alors, le full électrique représente encore que 6% des mises à la route, donc on est sur une croissance régulière, mais qui n'est pas encore massive. C'est vrai qu'aujourd'hui, les entreprises ont plutôt tendance à privilégier, dans un premier temps, les hybrides, la technologie hybride, notamment les hybrides rechargeables, même si la tendance tend vers une électrification, vers du 100% électrique. Et ça s'explique par un niveau d'infrastructure qui n'est pas forcément encore au niveau et qui nécessite d'ailleurs d'être travaillé, d'être intégré, de monter en puissance au sein des entreprises. Une approche pédagogique aussi auprès des collaborateurs qui n'est pas à sous-estimer. Tout le monde n'est pas prêt à basculer sur de l'électrique, donc ça nécessite une conduite du changement et l'hybride est une première brique. Et puis, pour un certain nombre d'entreprises qui ne sont pas dans des logiques de référencement sur du coût global de détention, ce qu'on appelle du TCO, c'est vrai que les véhicules 100% électriques présentent encore des coûts d'achat significativement supérieurs. Donc, ça peut être un certain bloquant dans certaines strates des entreprises. Et dernier slide pour vous synthétiser ce baromètre. Donc,
comment, quand on les questionne sur l'avenir de leur mobilité, donc je vous ai dit, hein, il y a toujours cette logique de croissance des flottes, mais ça ne passera pas que par du véhicule affecté ou individuel. C'est un nouveau champ aujourd'hui qui s'ouvre pour les entreprises. Pour la France, c'est principalement l'évolution des politiques publiques et aussi d'ailleurs le rôle des entreprises dans le report modal des collaborateurs, principalement sur le sujet du domicile-travail, qui génère ces principaux plans d'action dédiés aux mobilités alternatives ou douces, donc à l'image du forfait mobilité durable, des offres de vélo, du développement de l'autopartage et plus globalement d'ailleurs des solutions partagées. Mais à l'avenir, donc, ces solutions vont s'intégrer de plus en plus dans un schéma de mobilité globale, y compris d'ailleurs sur les besoins professionnels quand on les questionne. Elles ne se substitueront pas aux véhicules. En tout cas, ce n'est pas pour l'instant la façon dont elles l'anticipent. En revanche, on se dirige vers une approche beaucoup plus orientée sur de la multimodalité, où le moyen de transport sera choisi en fonction de sa pertinence, du besoin de mobilité. Bien entendu, les mobilités douces ont une part de développement importante dans ce cas de figure, notamment pour avoir accès à certains centres urbains très tendus où maintenant il est quasiment plus possible d'opérer, on va dire, un certain nombre de déplacements en voiture. Et donc, on assiste à cette montée progressive que vous voyez ici, chiffrée. 20% d'entre elles ont plutôt recours à la location moyenne durée, c'est-à-dire sur des besoins très ponctuels. 13% pensent plutôt accélérer sur l'autopartage et 8% s'orientent vers des logiques de mobilité plus digitalisées, on va dire, à travers un budget mobilité qui donnera accès à un plus grand nombre de types de mobilité, notamment douces. Merci Régis pour cette présentation. Ça pose les choses, hein. C'est important d'avoir ces chiffres auxquels vous allez pouvoir réagir, toutes et tous qui nous regardez. Je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions dans l'onglet chat. Nous y répondrons, nos intervenants y répondront. Alors, il y a plusieurs axes dans les mobilités que vous avez évoqués. Là, on évoquait essentiellement donc, les déplacements domicile-travail, la voiture ou les déplacements pro. Et il y a aussi, bien sûr, tout le business travel, Brigitte, qu'on va pouvoir aussi évoquer, et une évolution des modes de transport. Oui, clairement, les modes de transport évoluent puisque désormais, en dessous de 2h30, on n'a plus le droit de prendre l'avion. Et ça fait déjà plus de 10 ans qu'une tendance grandissante existe pour toute l'Europe, qui devient totalement ferroviaire. Donc oui, il y a énormément de migration de l'aérien vers le train. Et dans le cadre de la mobilité, si on revient au télétravail, c'est également quelque chose d'important puisque les gens qui sont en télétravail viennent quand même 1 à 2 fois par semaine sur leur lieu d'entreprise. Effectivement, on aura des illustrations dans quelques instants pour corroborer vos propos, Brigitte, mais avant, j'aimerais avoir l'avis de Latifa. On parle de la voiture, mais la mobilité, ce n'est pas que la voiture. Oui, la mobilité, ce n'est pas que la voiture, mais c'est encore majoritairement la voiture. C'est ce que soulignait Régis tout à l'heure au travers de ces chiffres. Il faudra du temps. Autant les entreprises ont pris conscience qu'il fallait aller vers la mobilité douce, mais ça se fera progressivement puisque les plans en matière de mobilité sont en train de se mettre doucement mais sûrement en place. Et il faut du temps. Aussi la voiture électrique, on le voit très bien, il y a vraiment une volonté des entreprises à vouloir mettre de l'électrique. Et pour ceux qui le savent, je suis directrice de l'environnement de travail d'Ipsen et nous venons de lancer un nouveau catalogue de voitures. Nous avons voulu que le catalogue soit totalement vert, comme on dit, mais à savoir totalement électrique, mais c'est juste impossible parce que aujourd'hui l'infrastructure que soulignait Régis n'est pas sur les bornes n'est pas suffisante pour équiper des gens qui roulent, qui font beaucoup de kilomètres par jour.
Aujourd'hui, donc, on a un catalogue qui à la fois accueille des voitures électriques, des voitures. Nous avons fait le choix de l'hybride non rechargeable pour rester respectueux de l'environnement, mais nous avons aussi encore l'obligation de conserver des voitures essence, pour la simple et bonne raison que pour des gros rouleurs, nous ne pouvons pas mettre de l'électrique, et tout le monde n'est pas éligible à l'électrique au travers du kilométrage, mais aussi quand on installe une voiture électrique à un collaborateur, il faut qu'il ait la possibilité, de par son domicile et de son lieu où il gare sa voiture, de pouvoir recharger sa voiture. Donc, beaucoup de complications pour basculer à ça. Et pour répondre à votre question, Miguel, oui, c'est le vélo. Donc, il y a des réflexions sur aussi des vélos de fonction. Donc, c'est des réflexions qui se développent, mais qui ne sont pas encore tout à fait mises dans toutes les entreprises. Il y a aussi la réflexion de transformer les parkings des entreprises en grande partie par des emplacements vélos. Nous avons aussi tout ce qui est autopartage, mais ça se fait progressivement. Et puis, nous avons le forfait mobilité durable de 2020 qui est en train de se mettre en place, mais ça se met doucement, progressivement en place, mais il faut encore un petit peu de temps. On en parlera, bien sûr, à des mobilités douces qui se mettent doucement en place. Donc, comme vous le disiez fort justement, Latifa. Mais avant, j'aimerais qu'on partage quelques infos avec Brigitte, voilà, qui nous a préparé une petite présentation pour répondre à de nombreuses questions. Finalement, Brigitte, des questions importantes. Ce sujet mobilité est devenu capital, hein, maintenant, central. On pourra le redéfinir d'ailleurs un peu plus tard, mais la place de la mobilité dans les entreprises et dans l'évolution des organisations a beaucoup changé, Brigitte, et donc des infos que vous vouliez absolument partager avec nous à travers votre présentation. Oui, alors c'est des informations très fraîches puisque la semaine dernière, il y a eu le salon IFTM, qui est le salon mondial du tourisme, et on a eu au carré d'affaires la possibilité de beaucoup échanger avec les fournisseurs, mais également d'avoir quelques chiffres. Alors, sans vous noyer dans les chiffres, et on en parlait au préalable un peu avec Latifa, je pense que je ne vais pas perdre de scoop à toutes les entreprises. Sachez quand même que le voyage d'affaires a recouvert son niveau de 2019 à peu près de 67%, parce qu'on prend beaucoup la référence à 2019. Il faut également nuancer les choses entre une dépense en kilos euros et puis le nombre de demandes, ce qu'on appelle des transactions dans une agence de voyage. Mais l'un dans l'autre, on est loin du compte aujourd'hui, on est en 2019. Donc c'est très bon pour notre environnement et ça va perdurer. Ce que vous avez pu noter, c'est bien évidemment une période excessivement inflationniste, mais qui a déjà démarré après la crise, dont vous voyez les chiffres. On va jusqu'à 10% d'augmentation à partir de 2021, et on constate d'ores et déjà 10% sur l'hôtellerie, jusqu'à 7% sur l'aérien, et le ferroviaire entre 4 et 6. Dame SNCF se fait un plaisir de nous noyer une visibilité tarifaire. On a du mal à tout comprendre. J'ai vu passer une question, je vais y répondre. Côté prix des billets, bien évidemment, il faut se préparer au pire. Ça augmente tous les jours. Ça risque d'être encore pire. Pour le moment, on est à une moyenne, je dirais, de 25% et 33% sur le long courrier. Évidemment, un problème lié au kérosène, mais également aussi une volonté pour les compagnies aériennes de refaire une marge nette, puisque je vous rappelle que pendant 2 ans, il ne s'est pas passé grand-chose et on n'est pas encore aujourd'hui sur un périmètre volant optimal, en tous les cas, de leur point de vue. Brigitte, il y a une question, vous le disiez, je pense que c'est le bon moment pour y répondre. C'est Cédric qui, dans le chat, vous interroge sur justement les tarifs du train qui est encore plus onéreux qu'un vol en compagnie low cost. Ça peut être dissuasif, hein, pour le coup. Alors, si on parle d'environnement de travail et de bien-être pour les voyageurs, j'engage Cédric à prendre, et tous les autres, à prendre en considération un point, c'est le bien-être des personnes. On travaille dans un coût logique. Combien de temps je vais mettre pour mon vol, si je tiens compte que je dois aller à l'aéroport, passer les checks, etc., que mon stress va monter et que je vais peut-être perdre
une demi-journée versus le train, et il faut rentrer ce coût dans le coût intrinsèque, définitivement rajouter à des prix qui peuvent sembler faibles, mais qui sont avec beaucoup de frais annexes qu'on appelle des ancillaries, c'est-à-dire le prix du bagage, je veux monter plus vite à bord, etc. Et puis, pourquoi c'est plus cher? Eh bien, parce que jusqu'à maintenant, mais je pense que ça va beaucoup changer, les low cost étaient quand même subventionnés par les régions. Donc, pour faire des prix de billets à 10 €, il faut bien imaginer que ce n'est pas uniquement la compagnie low cost qui peut se permettre de le faire. Il y avait des très, très grosses subventions des régions qui, de mon point de vue, vont commencer à disparaître. Et on va retrouver ce qu'on a vécu aux États-Unis, c'est une convergence de plus en plus flagrante entre le prix des low cost et le prix des compagnies régulières. D'ailleurs, c'est déjà la tendance avec un Air France, notre compagnie historique. Deuxième point que vous vouliez évoquer et répondre à cette question, Brigitte, pourquoi voyageons-nous? Alors là, on a une répartition très intéressante avec votre graphique. Oui, j'avais fait un article pendant le Covid et puis j'étais tombée là-dessus. Je trouve que c'est… Alors, il n'y a pas grand-chose de changé par rapport à il y a de très, très bonnes années, mais ça permettra à nos auditeurs d'appréhender à quel moment il y a vraiment une vraie nécessité de déplacement. Si vous regardez que les ventes et prospections clients et voilà, la recherche également, ça représente 35%. La première chose qui va tomber, on le sait déjà, c'est la réunionnite aiguë, c'est-à-dire les 20% d'intra-entreprises. Les congrès et salons ont déjà bien diminué, donc on tend vers une diminution définitive à l'horizon 2026 de 20 à 25% des voyages et déplacements. On va les retrouver là, il y a des choses incontournables, mais on va être dans un arbitrage permanent. Et enfin, Brigitte, les priorités qu'on va pouvoir évoquer et développer avec Cyril, avec Latifa et Régis dans quelques instants, l'évolution des choses sur ces voyages? Alors, si ce n'est pas une tendance nouvelle, elle s'est beaucoup accélérée à cause, ou grâce au Covid, je dirais plutôt à cause, parce que le Covid, c'est quand même quelque chose qui a été un choc pour tout le monde. Pour autant, les entreprises nous parlaient beaucoup de RSE, mais sans savoir exactement qu'est-ce qu'ils allaient mettre là-dedans. Alors, je n'ai pas dit que c'était complètement réglé. Je n'ai pas dit non plus que quand on a rajouté business travel et mobility, ou mobilité, les gens savent réellement ce qu'ils doivent en faire. Néanmoins, si on positive un peu les choses, la tendance est quand même à se dire que d'une part, on va et on tend de plus en plus vers une évolution des politiques de voyage qui ne nous parlaient que du voyage d'affaires pour tendre vers une politique plus globale qui va englober la mobilité, donc toutes les notions et les aspects de mobilité, trajet domicile, transport propre, etc. Et je n'oublie pas non plus l'aspect politique sécuritaire, qui rejoint la qualité de vie au travail avec, on discute beaucoup plus maintenant avec les DRH et les DET qu'on ne le faisait avant. D'habitude, il y avait beaucoup plus de directeurs achats en charge ou de DAF en charge du budget voyage. Désormais, on la joue plus collective quand même parce qu'on a besoin de cet appui-là sur les aspects précédents dont je viens de parler. Et aussi par rapport au troisième point qui est le devoir de protection. On l'a bien vu. Je rappelle qu'il y a des lois, il y a des arrêts comme celui de Karachi ou l'arrêt d'Abidjan, mais au-delà de ça, quelle est la responsabilité des mandataires aujourd'hui qui envoient quelqu'un en déplacement? Et on ne peut pas tout prévoir. Loin de là, on l'a bien vu avec la crise Covid, en espérant que ça s'arrête là pour aujourd'hui. Il y a également tous les problèmes géopolitiques. Et puis le dernier point, on n'y échappe pas, c'est le budget. Tout le monde court après son budget. Et aujourd'hui, les arbitrages vont être go ou no go pour un voyage. Est-ce que je fais plutôt de la visio ou est-ce que je ne fais pas de visio? On est loin du compte aujourd'hui, je tiens quand même à le dire, parce que les outils ne sont pas encore au rendez-vous pour nos arbitrages. Avant de donner la parole à Cyril, Latifa, une réaction à ce que disait Brigitte. La mobilité est devenue un sujet transversal qui concerne tout le monde et qui justifie d'ailleurs peut-être l'émergence de ces mobility managers. Absolument. Déjà, je voulais juste dire pour confirmer ce que vient de dire Brigitte, c'est que dans nos budgets, le travel, c'est-à-dire les déplacements professionnels, pour parler en bon français, pèse quand même 3,5%. Donc, c'est pas rien. Et ce budget était encore plus énorme. Et ce chiffre sort
de nos BUSI ratios. Pour ceux qui ne connaissent pas les BUSI ratios, donc c'est un indicateur que nous développons au sein de l'ARSEG. Et donc on voit que c'est quand même un budget quand même qui est, même s'il n'est pas énorme, il est important, mais il était encore plus important précédemment. Donc on le réduit. Et pardon, la question, Miguel, désolé, parce que je voulais… Aucun souci. Non, je disais que, comme l'a évoqué Brigitte, la mobilité devient un sujet central maintenant qui concerne… Absolument, c'est un sujet central. Le CEO, les DET, oui, les DRH. Absolument, c'est un sujet qui concerne beaucoup d'acteurs dans l'entreprise, DRH, notamment les achats, nos IRP. Et puis, nous avions déjà l'idée de développer la fonction de Mobility Manager. Et aujourd'hui, c'est un vrai poste qu'on crée dans nos entreprises. Et je viens d'en créer un au sein de ma propre direction de l'environnement de travail, du Facility Management chez Ipsen depuis quelques jours, et qui est un Global Mobility Manager, donc qui s'occupera non seulement de la France, mais des autres pays d'Ipsen. Merci Latifa. Vous réagissez, vous posez vos questions. Vous avez vu, au fur et à mesure, on essaie d'y répondre, mais aussi tout à l'heure, en fin de webinaire, dans la dernière demi-heure ou des dernières 20 minutes, nous prendrons du temps pour répondre à toutes vos questions. Donc, n'hésitez pas à les poser. Je donne la parole à Cyril. On va commencer petit à petit là, à parler des nouvelles propositions, des mobilités douces dans quelques minutes, parce qu'il y a cette obligation de sobriété maintenant pour les entreprises, Cyril. Avec le micro. Excusez-moi. En effet, il y a la nécessité absolue dans les entreprises de réfléchir à ce qu'elles consomment, les services, les produits. Donc, on a tous vu ou lu les comptes rendus du dernier rapport du GIEC qui impose pour toutes les entreprises désormais d'adopter une posture de sobriété. Et puis, on a une autre tendance qui est très forte, qui est le changement des usages, en fait. Après Covid, on voit bien que les salariés changent leurs usages. Là, on a parlé d'hybridation du travail, du télétravail. On travaille dans des endroits… on délivre, en fait, notre activité dans des endroits qui ne sont pas toujours le bureau. Et ça génère des nouveaux usages. Donc, en fait, il faut que ce que l'on propose en termes d'outils de mobilité aux salariés corresponde à ces usages. Et pour rebondir sur ce que disaient Latifa et Régis concernant le déploiement de l'électromobilité, c'est typiquement un sujet où il faut faire preuve de techno-discernement et il faut utiliser la bonne technologie pour le bon usage. Et donc, en fait, aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est de plus en plus, pour ces véhicules, par exemple, dont on sait très bien que tout le monde ne pourra pas rouler en véhicule électrique, il faut mesurer les usages, sensibiliser les collaborateurs à leurs usages et mettre à disposition les véhicules qui correspondent aux usages. Il y a des outils pour ça, il y a des questionnaires de profil d'usage conducteur qui sont très pédagogiques et qui permettent d'engager sans contraindre les salariés. Donc ça, c'est très important. Des nouveaux usages, on a aussi dans l'entreprise des générations XY qui arrivent, qui n'ont pas spécialement envie de voitures de fonction, qui ne sont pas du tout attirés par la propriété et qui veulent plutôt de la fleximobilité, donc des cartes qui intègrent le forfait mobilité durable, les tickets restaurants à l'intérieur, voilà, un tas de services comme ça qui sont nécessaires. Mais effectivement, une nécessité absolue pour les entreprises de passer dans une posture de sobriété. L'actualité nous le montre au quotidien. Et puis, depuis le 1er juillet 2022, pour toutes les entreprises de plus de 500 salariés, il est désormais obligatoire dans le bilan carbone, qui est lui-même obligatoire, de mesurer le scope 3. Et le scope 3, c'est le scope qui intègre ce que coûtent les produits et les services que vous achetez auprès de vos fournisseurs, mais c'est aussi ce qui mesure les trajets de domicile-travail dans l'entreprise. Donc, à partir du moment où les entreprises vont être obligées de le mesurer, avec la comptabilité carbone qui va bien derrière, elles vont être obligées d'aller beaucoup plus vers le déploiement des mobilités actives.
Et très concrètement, Cyril, il y a des nouveaux outils pour répondre à ces nouveaux besoins et ces nouveaux usages. La digitalisation des offres de services, ça aussi, c'est un levier. On est en train de basculer, on est dans un virage technologique, la numérisation des choses. Exactement. En fait, on constate qu'il y a beaucoup d'offres de services qui sont digitalisées. Je rappelle que la digitalisation, ça permet de rendre visible l'invisible. Concrètement, aujourd'hui, avant d'installer des vélos dans l'entreprise, c'est indispensable de faire une étude de géolocalisation de vos salariés, parce qu'en fait, on en parlera un petit peu plus tard, globalement, tous les sites ou tous les profils de salariés ne sont pas compatibles avec le déploiement actif du vélo. En général, ça fonctionne plutôt très bien, mais ça nécessite un minimum d'études. Donc, la digitalisation des offres de services, Régis en a parlé tout à l'heure, vous allez avoir à travers la formation à la sécurité routière, vous allez avoir de la gamification, vous avez des solutions comme Drivata, comme Winao, vous allez avoir des solutions que je vous présenterai tout à l'heure, de la startup 1 km à pied qui peut vous faire une étude de géolocalisation pour l'optimisation du déploiement des solutions de vélo. Vous allez avoir des cartes de paiement qui intègrent la gestion de ce que le collaborateur va consommer sur son forfait mobilité durable. Tout ça est digitalisé. Deux grands exemples aussi qui sont très connus, c'est Waze et CityMapper. Aujourd'hui, quand vous êtes en zone urbaine, tout le monde utilise CityMapper pour se déplacer. Et Waze, que je ne présente plus, qui a remplacé les GPS dans tous les véhicules. Voilà. Donc, effectivement, c'est indispensable aujourd'hui d'avoir une approche en déployant des outils de digitalisation, mais aussi pour répondre à la question d'un de nos auditeurs qui demandait, mais pourquoi est-ce que dans les entreprises, on ne déploie pas si rapidement que ça les mobilités actives? C'est tout simplement parce qu'en fait, il n'y a plus personne dans les DRH pour faire ce job. C'est que ça nécessite des expertises assez fines. Il faut comprendre en fait la création de valeur de prestations de services qui sont agrégées. De temps en temps, vous allez travailler avec 3 startups différentes. Ce n'est pas le gestionnaire de la flotte automobile qui peut piloter ça. C'est devenu trop complexe. Ce n'est pas toujours les mêmes interlocuteurs en interne. Et donc, pour qu'on déploie les mobilités actives dans l'entreprise, il faut aussi comprendre qu'il faut des référents mobilité. Sinon, ça ne marche pas. Il faut absolument engager des ressources qui vont accompagner et qui vont faire le lien entre la DRH, les parties prenantes, les achats, la direction des services généraux et vos salariés. Ça, c'est indispensable. On verra tout à l'heure avec vous, Cyril, justement les grandes orientations sur les mobilités douces. On parlera aussi de mobilité partagée. Mais j'aimerais, avant que Régis réagisse, en tout cas à cette posture de sobriété qu'on a évoquée et qu'on pourrait développer, que doivent maintenant remplir, auxquelles les entreprises doivent se plier. Votre point de vue sur la question, Régis? Est-ce qu'on vous entend? Le micro. Alors, plusieurs choses. Déjà, je trouve que là, c'est très bien. On a décrit. Vous m'entendez? Très bien, très bien. J'ai pas de micro. Vous m'entendez là? Oui, super. Je voudrais réagir à deux choses. La première, c'est que effectivement, là, on a décrit les enjeux, le marché, la façon finalement dont différents streams de mobilité s'organisent. Je pense qu'il faut avoir en tête plusieurs choses et revenir aussi sur l'impact très concret que ça a aujourd'hui sur l'organisation des entreprises. Tout d'abord, la tendance générale, c'est quand même de se dire que l'entreprise est le meilleur vecteur pour les pouvoirs publics pour transformer la société. C'est celle qui renouvelle le plus vite les véhicules, donc qui ont une plus grosse capacité d'électrification. C'est celles qui ont le plus de moyens disponibles, en tout cas sur lesquels les pouvoirs publics, à travers notamment le cadre fiscal ou les incentives, peuvent pousser sur des transitions de mobilité douce, etc. Donc, ce champ d'utiliser les entreprises comme vecteur de transformation de la société dans son ensemble, non seulement c'est en place, mais ça va continuer, ça va s'accélérer. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, dans l'entreprise, et ce qu'on vient d'évoquer depuis le début de notre entretien, c'est que finalement, il y a 3 grands champs. Et aujourd'hui, un gestionnaire de mobilité, il doit à la fois gérer de la politique voiture, donc de l'attribution, que ce soit sur du VU ou du VP,
donc du package de rémunération ou de l'outil de travail. Il doit gérer le travel sur la longue distance ou sur les besoins ponctuels. On a vu également, à travers les chiffres qu'a présenté Brigitte. Et également, ça coupe beaucoup, hein, Régis. Oui. On a beaucoup, je ne sais pas si c'est que sur les mobilités de mon côté, mais vous m'entendez pas? on a beaucoup de coupures qui nuisent à la Coupez, vous savez quoi, Régis? Ce que je vous propose, c'est que vous coupiez l'image parce que ça va vous donner plus de latitude pour l'audio. Coupez l'image, c'est pas grave, et gardons que l'audio pour qu'on puisse bien comprendre. Je ne sais pas si vous m'entendez. Allez-y. On a perdu Régis. Il me semble que nous avons perdu Régis. Vous m'entendez? Pour le moment. Allez-y, coupez l'image et restez sur le sonore seulement, s'il vous plaît. Ce sera plus simple. Ah. On va laisser quelques instants à Régis, le temps de régler. Je vais répondre. Oui, allez-y, Latifa. Brigitte, en attendant que Régis se retrouve le son. Oui, Brigitte, l'accentuation des mobilités douces a déjà engendré, enclenché le fait que nous devons revoir l'organisation de nos casiers, d'avoir un… Désolé. Pardon, Régis. Attendez, Régis, on a un petit souci, vraiment. Là, votre connexion n'est pas assez bonne pour qu'on puisse bien comprendre et bien, voilà, enlever la caméra déjà. On va donner, Régis, si vous m'entendez, on va laisser Latifa terminer, rebondir sur ce qu'avait dit Brigitte tout à l'heure, et on vous redonne la parole juste après. Latifa. Oui, rapidement pour répondre à la question de Brigitte. Oui, les mobilités douces ont un impact sur les espaces de travail. Nous ne pouvons plus aujourd'hui revoir nos espaces, et c'est déjà le cas, d'avoir des espaces de travail sans douche, sans des espaces vélos, mais aussi des casiers qui permettent de mettre des casques ou de mettre tous les éléments qui permettent à nos collaborateurs de venir en cycliste ou avec une trottinette. Donc c'est déjà le cas, mais nous, pour tous les nouveaux projets, nous l'intégrons nous l'intégrons naturellement, et aussi nous intégrons aussi les ateliers vélos aussi dans les parkings pour les réparations et la maintenance des vélos. Brigitte, allez-y, oui, réagissez. Merci Latifa. Je n'ai pas de remarque à faire par rapport à ce qui vient d'être dit par Latifa. Par contre, je voulais donner un complément par rapport à ce qu'a évoqué Cyril sur la digitalisation qui semble excessivement mature pour aller vers de la mobilité douce. Alors dans ces cas-là, moi je rêve qu'on ait la même chose au niveau du voyage et déplacement. Aujourd'hui, on est dans… On pourra peut-être leur donner votre idée, mais actuellement, c'est pas possible. C'est-à-dire que nos arbitrages au regard même de ce qui va devenir obligatoire et qui peut coûter très très cher à l'entreprise en termes de CO2, sur les déclaratifs qu'on va avoir à faire, sont très complexes, puisque bien malin, celui qui est capable de me dire combien je dépense de CO2 si je vais à l'autre bout du monde dans un petit hôtel qui ne sait même pas de quoi je lui parle. Donc, c'est très, très compliqué. Et sans aller chercher aussi loin, c'est à la limite déjà pas tangible en termes d'aérien, puisqu'on définit une dépense sur un siège qui est une moyenne pondérée. Or, on sait très bien, sans rentrer dans les techniques, qu'entre un enfant et une personne qui serait d'une bonne consistance, au niveau du poids, on n'aurait pas du tout la même dépense de CO2. Donc, et je ne parle même pas de l'âge de l'avion. Donc voilà, aujourd'hui, on a, nous, des données qui sont tronquées. C'est de la faute de personne. Il faut y réfléchir. Et je rappelle quand même qu'il y a un article 35 dans la loi Mobilité et Résilience du côté marché public. Alors normalement, ça les pousse. Mais aujourd'hui, les indicateurs ne sont pas en rendez-vous. On ne sait pas trop ce qu'on doit faire. Il y a des groupes de travail là-dessus également. Mais dans le voyage pur, donc on prendra peut-être exemple sur tous les travaux qui sont faits en mobilité,
Mais pour le moment, on est très très loin du compte pour pouvoir accompagner cette logique. Or, pour rejoindre ce que disaient mes confrères, la problématique est aussi d'une partie technique que nous on appelle pré-acheminement, c'est-à-dire comment je fais entre mon domicile pour aller faire un déplacement. Et en plus, si je passe par la case bureau ou la case mon entreprise, ces points-là ne sont pas encore réellement abordés du côté uniquement travel management. Alors, Latifa, peut-être que sur les mobility managers, ces points-là vont être vus, j'imagine. Latifa? Oui, bien sûr, bien sûr. En tout cas, de toute façon, il y a quelque chose qui a été évoqué tout à l'heure, c'était, et c'est toi, Brigitte, qui l'a évoqué, c'est la répercussion. Aujourd'hui, on a tous des travel policy, des car policy, des politiques voitures et des politiques voyage, déplacements professionnels qui ont été complètement modifiés et qu'aujourd'hui, que ce soit les durées de déplacement, réfléchir à 2 fois avant de prendre un vol ou tout simplement un déplacement, mais aussi aujourd'hui la politique voiture d'il y a 2 ans doit être revue dans son intégralité aussi. Voilà, donc il y a beaucoup de choses qui sont en pleine mutation. Je rajouterais juste, Latifa, que ça c'est une logique grand compte, je suis d'accord, mais dès qu'on attaque des ETI, on est très très loin de tout ça, très loin de tout ça. C'est la pression fiscale et la mouvance des nouvelles générations qui font clairement ce qu'on appelle du airbashing. Si je prends la Scandinavie, les gens ne veulent plus prendre l'avion, hein, c'est rendu à un point où la compagnie est en péril, la compagnie nationale. Donc c'est cette modification comportementale avec une vraie prise de conscience de l'environnement qui va pousser dans ce sens. Mais sur les ETI, je note pas la même capacité ou volonté d'aller très vite là-dessus parce qu'il y a aussi une question de moyens. C'est-à-dire il faut pouvoir avoir un mobility manager pour les sociétés. Non, tout le monde ne peut pas avoir un mobility manager, c'est vraiment dans les groupes. Je remets ça côté. Voilà. Alors, Miguel me le permet, je vais répondre à la question de Laurent et de Muriel. Oui, le véhicule de fonction fait partie du package du salarié. Il ne l'a pas quitté pour des raisons fiscales, pour des raisons d'attractivité et de fidélisation. Mais aujourd'hui, nous avons quand même une part de nos salariés qui veulent plutôt avoir un package de mobilité qui leur permet d'avoir une voiture, de se déplacer en vélo la semaine, d'avoir une petite voiture pour le week-end et une grande voiture pour les vacances. Donc, il y a une offre qui est en train de se développer. Mais aujourd'hui, on constate que quand on propose à nos salariés autre chose que la voiture de fonction reste un élément important pour le salarié, comme je vous l'ai dit, pour des raisons fiscales. Et aussi pour l'entreprise en termes de rémunération, c'est plus intéressant. Et quand on propose aux salariés, il a tendance à aller vers cette solution-là. Mais nous développons dans l'entreprise d'autres offres pour aller vers autre chose que… Il y a Patrice qui rebondit d'ailleurs là, juste à cette notion de véhicule de fonction. On répond en direct. J'aime bien quand ça s'enchaîne naturellement comme ça. L'attribution systématique de ces véhicules au cadre supérieur qui n'en ont pas nécessairement le besoin. Est-ce que ce n'est pas justement un automatisme à remettre en cause, Latifa? Pourquoi pas? Pourquoi pas, mais voilà, pourquoi pas, mais il faut juste s'assurer que aujourd'hui, il y a aussi des gens, on sait bien qu'on est dans une période où il est difficile de recruter et de recruter des talents. Donc, si ça fait partie de l'élément d'attractivité, l'entreprise ne s'empêchera pas, ne s'interdira pas de proposer une voiture dans le package du salarié. Et après, chacun a sa politique. Oui, continuez. Nous allons prendre un temps pour y répondre un peu plus tard, mais c'est bien aussi de le faire au fil du déroulé de ce webinaire. Cyril voulait réagir à tout ce qui a été dit ces dernières minutes. Cyril.
Oui, en fait, il y a bien un dispositif qui permet aux salariés d'abandonner son véhicule de fonction, mais pour autant qu'ils le souhaitent et pour autant que le dispositif soit bien calibré et attractif, c'est ce qu'on appelle le crédit mobilité. Donc le crédit mobilité, on va pas passer beaucoup de temps dessus, c'est assez complexe. C'est un dispositif qui est destiné justement à décarboner les flottes automobiles. Il a été créé par le gouvernement. Le problème, c'est que son encadrement n'a pas été très bien mis en place. Et ce n'est pas simple avec l'URSSAF. Donc, il y a peu de DRH qui le mettent en avant, ce produit, parce qu'il n'est pas encadré par l'URSSAF. Mais en tout cas, ça peut fonctionner, si on sait le faire fonctionner. Et ça permet de proposer autre chose qu'une voiture de fonction. Il a été conçu pour ça. Alors, je sais que le dispositif il va évoluer. L'année prochaine, normalement, son encadrement devrait être beaucoup plus clair et ça permettra d'octroyer un budget de mobilité à des salariés statutaires à qui on continue à donner des très grosses voitures qui ont un coût carbone conséquent, même quand elles sont électriques, et pour lesquelles, de temps en temps, ça peut avoir du sens de prendre plutôt un budget de déplacement qui sera beaucoup moins coûteux d'un point de vue empreinte carbone. Et comme le remarque fort justement Stéphanie sur le chat, avec du télétravail 2 jours par semaine, la belle voiture de fonction, elle est très jolie, mais elle est au parking, quoi. Exactement, d'où la nécessité absolue, j'insiste sur ce point, de repenser l'attribution des véhicules. Aujourd'hui, on ne peut plus continuer à donner des voitures de fonction en fonction d'un grade ou d'une fonction. C'est plus suffisant, il faut étudier les usages. Le cas des véhicules de direction, c'est extrêmement intéressant. C'est là où concrètement, on attend le plus d'exemplarité et c'est là où les voitures sont toujours les plus grosses, alors que c'est les collaborateurs qui roulent le moins. Donc, c'est toujours très intéressant ce sujet de comment est-ce que je deviens plus sobre avec un véhicule de direction. C'est pas simple, mais effectivement, aujourd'hui, il y a une vraie prise de conscience qu'on ne peut plus continuer à mettre des voitures toujours plus grosses et massives, alors que le bon sens impose d'être beaucoup plus agile et sobre. Et des véhicules. Oui, allez-y, Latifa. Oui, ça c'est le souhait que nous souhaitons. C'est le souhait de tout le monde. Et c'est souvent le souhait aussi des présidents et autres. Après, la réalité en est autre. Et par expérience, la voiture reste encore un élément important pour des cadres et pour des cadres supérieurs. Et on le constate aujourd'hui. Et je voulais répondre en même temps à une question qui a été: la voiture de fonction se partage? Oui. Pas vraiment. Une voiture de société, oui. La voiture de fonction, non, parce que c'est une voiture, quand on remet une voiture à un salarié, il en est responsable et il doit gérer sa voiture en bon père de famille. Comme on dit, j'aime pas tellement cette expression, mais elle est juridique. Ça veut dire qu'il est responsable, que ce soit pour ses accidents, pour ses sinistres ou pour toutes ces contraventions. Donc ça ne se partage pas. On peut la prêter de temps en temps, mais on en reste responsable. On peut peut-être poser vos questions. Cyril, je vais redonner la parole, si on veut bien, à Régis qui est revenu. J'espère que ça fonctionne pas mal. D'autant que, Régis, j'aurais voulu que vous nous donniez des infos sur l'avenir des propositions qui se mettent en place. D'ailleurs, c'est ça qui fait un peu la complexité des choses. Mais vous avez des projections, vous travaillez sur des projections à 3 ans avec des bases qui sont des mobility policies. C'est bien ça, Régis? Complètement. Alors, j'espère que vous m'entendez mieux comme ça. Parfait. Parfait. Je suis vraiment désolé. La digitalisation, c'est merveilleux, mais quand ça marche. Et quand ça ne veut pas, vous voyez que c'est quand même beaucoup plus compliqué. Ça ne vaut pas un bon vieux rendez-vous physique et une salle où on est tous ensemble. Mais bon, on va faire avec. Plusieurs choses. Donc, effectivement, c'est ce que j'essayais de vous dire tout à l'heure. On se dirige de toute façon vers un ensemble où l'entreprise va être de plus en plus utilisée dans la transformation de la société dans son ensemble, sur l'électrification, sur les nouvelles mobilités. Dans ce cadre-là, donc le champ des entreprises s'élargit en termes de responsabilité finalement, et on retrouve effectivement les politiques auto qu'on vient d'évoquer. J'aurai d'ailleurs quelques remarques sur ce qui vient d'être dit, les voyages, longues et courtes distances, et ce fameux domicile-travail. À moyen terme, on imagine 2 choses. Beaucoup plus déjà de multimodalité, c'est un peu ce qu'on voyait à travers le baromètre, c'est-à-dire d'avoir une logique d'approche du
du moyen de transport par rapport à sa performance. Et alors, génération, j'aime pas tellement d'ailleurs ce terme, parce qu'on voit qu'on a des gens d'ancienne génération qui sont très bien aux nouveaux outils. Mais par contre, on va dire une capacité à jongler avec différents moyens de transport qui est beaucoup plus habituelle et qui rentre dans les mœurs par rapport aux précédents usages qu'on pouvait avoir. Aujourd'hui, je pense que dans beaucoup d'entreprises, y compris pour des gens qui ont des véhicules de fonction, aller à Lyon en voiture ou dans le cœur de Paris en voiture, c'est des choses qui s'abandonnent. Un des grands enjeux, je pense, et je reviens sur ce qui vient d'être dit autour des véhicules de fonction, l'attrait que ça peut avoir, les besoins de rationalisation, etc. Je pense qu'un des grands enjeux des entreprises va être aussi cette capacité à s'ajuster en permanence et à évoluer dans son offre auprès des collaborateurs. Et je m'explique en 2 mots. C'est vrai qu'aujourd'hui, on voit sur certaines nouvelles générations des populations très urbaines qui n'ont pas forcément une appétence à avoir un véhicule parce que ça coûte cher, c'est des contraintes supplémentaires. Et par là, vont plutôt essayer effectivement de travailler sur du crédit de mobilité ou des alternatives. C'est une part relativement faible, mais on la voit émerger. Ces mêmes personnes, quelques mois ou quelques années après, notamment au rythme du développement de la famille, les enfants, le télétravail aussi, on le voit que certains collaborateurs s'éloignent un peu parce que, comme vous le disiez tout à l'heure, on ne va plus que 2 jours par semaine, 3 jours par semaine au bureau et ça permet de récupérer quelques mètres carrés un peu plus loin. Et en ça, un même collaborateur, sur son expérience au sein de l'entreprise, sur une dizaine d'années, eh bien, il va pouvoir être appétent finalement à plusieurs packages de mobilité. Et il faut qu'à un moment, les entreprises, les RH, arrivent à s'adapter à ça. Et ce n'est pas un simple... pour le coup, ça va vraiment faire partie des enjeux de demain, de pouvoir arriver à mixer différents profils de mobilité, différentes attentes, qui ne seront pas catégorisées et inscrites dans le marbre, et qui vont suivre l'évolution du développement et de la vie personnelle du collaborateur. Ça fait partie des enjeux. Et je reviens sur ce qui se disait tout à l'heure, c'est-à-dire l'importance de pouvoir aussi se doter de ressources internes pour faire ce travail-là. On ne gère pas 3 pans de mobilité, on ne gère pas une flexibilité, une adaptabilité qui s'est considérablement accélérée d'un point de vue RH, d'un point de vue métier, d'un point de vue des politiques RSE des entreprises, comme on gérait les politiques automobiles avant. Il faut des équipes, il faut des gens qui soient formés, qui soient capables d'accompagner les collaborateurs. La dimension pédagogique est énorme. Et une bonne solution, si elle est mal présentée, mal accompagnée, ne trouve pas finalement ses représentants ou ne trouve pas une logique de volumétrie au sein de l'entreprise. Et voilà comment, pour répondre très clairement à votre question, comment on voit le développement à 3 ans. Une poursuite de la mobilité, avec plus de moyens et ce besoin d'adaptation à la fois par rapport aux attentes des collaborateurs qui évoluent et aussi à l'évolution intrinsèque des entreprises. Le retour dans certains centres-villes, on le voit dans certains secteurs d'activité. La rationalisation des espaces de travail et l'abandon de parking, on le voit dans certains types d'entreprises. Donc il va falloir faire preuve de beaucoup plus de capacité d'ajustement, d'adaptation permanente. C'est une mobilité à géométrie variable et ça, c'est un vrai challenge tant pour les entreprises que pour les collaborateurs. Merci beaucoup, Régis. C'était parfait au niveau sonore. On va forcément continuer à répondre à vos questions et puis évoquer les mobilités douces, les nouvelles solutions. Il y a les mobilités partagées, mais j'aimerais qu'on se concentre éventuellement sur les mobilités douces parce qu'il y a beaucoup de sujets, notamment à ce propos, beaucoup de questions dans le chat. Cyril, on va partager pour nos auditeurs, nos téléspectateurs tout de suite un petit dossier que vous avez constitué pour parler de ces nouvelles mobilités. Je vous donne la parole pour présenter vos résultats. Merci Miguel. Oui, effectivement, je pense que le sujet mériterait presque pour chacune des solutions une petite heure. Donc l'esprit là, c'est de montrer très rapidement un petit peu un panorama des nouvelles mobilités. Et comme on ne va pas pouvoir rentrer focus sur chacune de ces nouvelles mobilités, je vais vous montrer après quelques informations intéressantes sur le trajet domicile-travail habituel en France et un focus sur le vélo. Voilà, là, on a le panorama que nous voyons à l'image avec les nouveaux types de mobilité en entreprise, les solutions. Il y a les 2 tendances. Ouais, exactement. Donc, c'est assez intéressant
de voir ce que l'on sait, hein, c'est que tout ce qui est les solutions de mobilité traditionnelles, donc qui sont assez attachées au déplacement carboné, hein, donc le véhicule, sont encore prépondérantes dans les entreprises. Et puis, les nouveaux types de mobilité, voilà, donc ce qu'on appelle la fleximobilité, Régis l'a bien expliqué, hein, aujourd'hui, on est face à des profils de collaborateurs qui ont des natures de déplacement qui se sont modifiées et qui ont besoin d'utiliser plusieurs types de mobilité dans la semaine, selon effectivement là où ils délivrent l'activité. Est-ce qu'on peut revenir? Est-ce qu'on peut juste revenir? Excusez-moi, je me suis un peu emballé. Ouais, juste pour préciser que ces nouveaux types de mobilité en entreprise, ils ont trois enjeux principaux, hein. Le premier qui est principal, qui est de réduire l'empreinte carbone des entreprises. Ça, c'est un peu stratosphérique. Après, des enjeux qui sont beaucoup plus concrets pour les salariés, c'est que concrètement, quand vous déployez du forfait mobilité durable, vous améliorez le pouvoir d'achat de vos salariés. Hein, le forfait mobilité durable, c'est 700 jusqu'à 800 euros. Et ça, c'est quand même très précieux, surtout compte tenu du contexte actuel. Vous améliorez la qualité de vie quand vous proposez des solutions où le salarié il va pouvoir abandonner son véhicule, utiliser un autre mode de fonction, ou si vous poussez au report modal, hein, le report modal, c'est l'usage de tous les types de transports qui sont le moins carbonés possible. Donc, autant que faire se peut, pas la voiture. Et puis, les nouveaux modes de mobilité en entreprise, ils participent activement à la rétention de certains profils de salariés. Moi, j'ai un client que je ne peux malheureusement pas citer. Lui, concrètement, il a vu des collaborateurs ne pas rentrer chez lui en entretien d'embauche parce qu'il n'y avait pas de vélo. C'est quand même dommage de perdre des recrutements parce que vous n'avez pas mis une politique vélo en place. Voilà. Donc ça, c'est extrêmement important. Les nouveaux types de mobilité, c'est aussi pour améliorer le pouvoir d'achat, la qualité de vie de vos salariés, et ça participe à l'attractivité et à la rétention des salariés. Donc, effectivement, donc, ce qui est important après, c'est de voir que la distance, ça conditionne le choix de l'outil de mobilité. Donc, on voit bien sur les deux barres 2015-2020, alors c'était très intéressant, mais la data n'existe pas encore en 2022. On voit bien que le véhicule reste prépondérant. Le vélo, il est aux alentours de 3 à 4% aujourd'hui en 2021. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit les alternatives, elles dépendent principalement des distances. Donc, c'est la raison pour laquelle on voit par exemple qu'avec un vélo à assistance électrique, globalement, on engage des salariés jusqu'à 10 km, le vélo normal 6 km et le covoiturage, c'est plutôt au-delà de 10 km. Donc ça, c'est très intéressant parce qu'il y a aussi des entreprises qui mettent en place des solutions de mobilité active et puis qui se rendent compte que ça ne fonctionne pas. Bah, effectivement, parce que personne ne s'est posé la question de savoir si ce que l'on déployait, je pense par exemple au covoiturage, qui est extrêmement bénéfique, mais par contre qui n'est pas simple à déployer et qui ne fonctionne pas partout. Donc le covoiturage, ça a été très à la mode, enfin ça l'est toujours d'ailleurs, mais ça ne peut pas fonctionner dans toutes les typologies d'entreprises. Si vous êtes en province et vous êtes dans un bassin d'entreprise, dans une zone d'activité où vous êtes une quinzaine d'entreprises et vous êtes à 15 km du centre-ville, ça a énormément de sens. Le covoiturage à la Défense, où il y a énormément de capacités d'accès par les transports en commun et par les réseaux routiers, ça fonctionne déjà beaucoup moins. Donc, voilà. Mais c'est intéressant de voir que la distance conditionne les outils que vous allez pouvoir déployer. Comme on le donc voit, ça, voilà, exactement. Donc ça, c'est un focus sur le vélo. Le vélo, donc ça, c'est une data qui est présentée par une startup qui s'appelle 1 km à pied, et qui n'a rien à voir avec le kilomètre d'après, sauf la vision, et qui montre bien le niveau d'acceptabilité, enfin les distances moyennes parcourues avec les. Voilà. Donc on voit bien que globalement, aujourd'hui, 13,3 km, c'est la distance moyenne à l'aller pour les trajets domicile-travail en France. Et on voit bien un petit peu avant que le véhicule électrique, ça s'arrête à 10, le vélo normal à 6 et 17 km qui correspond à un petit peu plus d'une heure de trajet. Plus personne. En fait, là, on abandonne tout le monde. Donc, ce qui est très important pour parler du vélo, c'est que, évidemment, avant de se demander comment on va mettre des vélos, une solution de vélo en autopartage ou des vélos de fonction
ou des vélos pour tous. Vous pouvez aussi proposer du vélo pour tous, hein. Il faut faire un diagnostic de géolocalisation pour pouvoir proposer les bonnes offres de report qui seraient invisibles pour les DRH. Donc ça, c'est super important. Il ne faut pas se précipiter. Et Latifa le disait tout à l'heure, ce qui est très important aussi, c'est les infrastructures dans l'entreprise. Proposer aux collaborateurs de déployer du vélo sans réfléchir aux infrastructures, ça ne sert à rien. Je prends toujours l'exemple des Pays-Bas et de Strasbourg, par exemple, qui sont des lieux emblématiques désormais de l'usage du vélo. Les Pays-Bas, le pays n'a pas été, ils ne sont pas nés, les Hollandais, avec le gène du vélo en eux. Les Strasbourgeois non plus. Mais c'est juste que pendant des décennies, il y a eu des politiques d'investissement, il y a eu une vision sur les infrastructures qui font qu'aujourd'hui, aux Pays-Bas, on consomme énormément de vélos et à Strasbourg, c'est pareil. Donc, en fait, il y a les outils de digitalisation pour déployer les bons outils de mobilité active, les bons leviers, mais derrière, les infrastructures sont extrêmement importantes. Et puis les Pays-Bas, c'est plat. Et nous, dans certaines régions, je peux vous dire que même avec un vélo à assistance électrique, c'est pas facile. Latifa, une réaction sur les mobilités douces, les nouvelles tendances qui émergent? Je suis entièrement d'accord avec ce que vient de dire Cyril sur que ça va faire l'objet progressivement de moyens d'attractivité. Proposer un vélo à un salarié qui ne veut pas de voiture, donc c'est important. Et puis, c'est ce qu'a dit aussi Régis, c'est que pour les déployer, ce qui fait les freins surtout, c'est les moyens, bien sûr, budgétaires, et puis l'espace pour le faire, mais aussi l'accompagnement, parce qu'on sait très très bien que c'est un nouvel usage, c'est une nouvelle façon d'utiliser de voir son déplacement qui n'était pas le même qu'avant. Donc, ça demande de l'accompagnement, de la pédagogie et puis d'expliquer ça à ses salariés. Et donc, ça prend un petit peu de temps. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de déploiement en douceur, sans jeu de mots avec la mobilité douce, mais ça prend progressivement et je pense que les nouvelles générations vont nous aider à aller un petit peu plus vite parce qu'il y a une demande, une appétence de cette nouvelle génération qui nous apprend plein de choses dans ce domaine. Mais tout le monde n'est pas égal face au vélo, aux mobilités douces. Brigitte, il y a des réalités, je le disais, géographiques, des réalités et des disparités. Oui, on a eu cette discussion au préalable. Oui. Moi, je suis en province et en zone rurale. Enfin, même pas en rêve. On peut prendre un vélo pour aller à la gare de Saint-Pierre-des-Corps qui se trouve déjà à 25 km de voiture. Donc, à 25 minutes de voiture. Donc, ça, c'est le premier point. Après, on parle des jeunes générations. Je suis d'accord, Latifa. Puis il y a celles qui sont un peu moins jeunes comme moi. Les notions de risque sont quand même à appréhender. Il y a des notions. Moi, je trouve qu'on est qu'à une émergence de réflexion par rapport. Alors, pendant que vous parliez, j'ai noté 2-3 choses. Est-ce que le covoiturage est quelque chose de culturel ou d'interculturel en fonction des pays? Ça, c'est déjà la première chose. Moi, j'ai connu du covoiturage aux États-Unis entre des gens qui venaient travailler à New York et qui arrivaient du New Jersey. Chaque semaine, il y en a un qui prenait sa voiture et il partait à 4. C'était pas du tout dans une notion écologique, loin de là. C'est parce que le prix des parkings à New York était tellement prohibitif qu'il valait mieux le partager. Donc, il y a une question à se poser aussi des pouvoirs publics sur une motivation qui permet, enfin, une réflexion en termes de coût, de savoir si tout reste si facile en voiture, est-ce qu'on va vraiment aller vers les mobilités douces? Ça, c'est le premier point. Et puis après, il y a une notion familiale que j'essaye d'imaginer à vélo. Lorsque vous êtes en province, que vous avez 2 enfants que vous devez déposer à l'école, combien de jeunes mamans commencent par déposer leurs enfants à l'école et ensuite vont à leur travail? Et comment on fait ça à vélo avec 2 gamins? Je ne sais pas. Voilà. Non, c'est important de rappeler les faits. Je casse un peu les choses, mais non, il y a la dangerosité des routes départementales. On peut, parce que je suis également une semi-parisienne très, très régulièrement. Je vois bien les pistes cyclables, mais je vois aussi ce qui se passe en province.
Là, je ne parle pas des centres-villes comme Strasbourg et autres qui sont un paradis pour les gens qui font du vélo, mais on peut jouer sa vie tous les matins en prenant un vélo. Sur une route départementale, je n'ose même pas vous parler de la Nationale 10, qui est une route nationale. Donc, c'est très compliqué. Je pense qu'on doit aussi réfléchir dans les mobilités douces à comment on pourrait réussir à ménager tout ça. Je pense quand même qu'il y a une notion culturelle, il y a une notion sociétale en fonction des différents âges ou générations. Et Latifa, je suis confuse de dire que c'est pas nouveau le vélo. Quand j'étais petite, j'allais à vélo à l'école. On va répondre aux questions. Je suis en train de revenir à quelque chose. Ouais. L'autre fois, en pleine ironie, nous avons parlé, je vous ai dit, mais pourquoi on ne va pas finir à cheval? Moi, je serais ravie. Hein. Mais ça pourrait aussi exister. On va peut-être revenir jusque-là. Est-ce que le cheval sera propre? Je ne sais pas. Mais en tous les cas, il faut tout envisager et c'est un retour aux ressources aussi. Ouais. Des questions arrivent sur le chat. On va y répondre dans un instant. Juste, Cyril, un mot avant de se concentrer sur les questions. Regardez d'ailleurs les questions auxquelles vous voulez répondre, hein, Latifa, Régis et Brigitte. Moi, je voulais juste rebondir sur les propos de Brigitte qui sont tout à fait justes. Et puis, un clin d'œil à tous nos auditeurs qui sont en province. C'est vrai qu'on est toujours beaucoup trop focus sur la région parisienne. En fait, ce qui est intéressant, c'est la part de la voiture en province. Il faut savoir que 50% de la population habite en zone rurale en France. Donc, les voitures, on sait, elles quittent les villes pour le périurbain, tout simplement parce que c'est là que se construit la croissance. Donc la voiture, c'est sûr qu'elle va rester centrale en zone rurale et périphérique. On chasse les voitures des centres-villes, Grenoble, Strasbourg, Paris. Ça, c'est une certitude. Il ne faut même plus essayer de rentrer dans ces villes. On n'en veut plus des voitures. Mais par contre, en périphérie et en zone rurale, la voiture, elle va rester centrale. Et c'est pour ça qu'il faut utiliser la voiture autrement. Et il faut surtout la partager de façon à réduire l'autosolisme. L'autosolisme, c'est en moyenne 1,6 personnes dans une voiture chaque jour en France. Donc ça, c'est ça le problème, c'est l'autosolisme. Et en province, effectivement, il faut essaimer l'autopartage, les navettes intercites, le covoiturage, où là, ça a beaucoup de sens. D'ailleurs, il y a énormément de collectivités locales ou territoriales qui financent activement des solutions de covoiturage dans des villes, dans des régions. Les entreprises, ça leur coûte beaucoup moins cher. Donc, c'est évident que la mobilité du futur, elle doit être partagée. Si on continue à mettre des voitures à la route avec 1,6 personnes à l'intérieur, on décarbonera rien en termes de mobilité et les gens continuent à être seuls dans leur voiture. Aucun sens. Merci Cyril. Régis, on ne vous a pas entendu depuis un moment. Ouais. En réponse peut-être ou en réaction à ce qui vient d'être dit et en réponse aux questions, je vous invite à bien regarder les questions de nos auditeurs et spectateurs, parce qu'on fait ce webinaire pour eux. Régis. Alors, plusieurs choses par rapport à ce qui vient d'être dit. Tout d'abord, je pense qu'il faut être très clair. L'objectif, ce n'est pas de faire basculer tout le monde en vélo. On est en train de parler de multimodalité, de quote-part au sein d'une entreprise. Ça peut être 2, ça peut être 4, ça peut être 6%. Une fois de plus, l'objectif, ce n'est pas de dire, voilà, demain, on abandonne toutes les voitures et tout le monde en vélo. Pour challenger un peu le débat, moi je ne suis pas tout à fait en ligne avec ce qui vient d'être dit sur l'opposition Paris-Province. Bien entendu qu'en province, on a plus besoin de voitures et c'est une évidence. Néanmoins, on voit beaucoup de villes de taille moyenne qui développent des parcours vélo. Et d'ailleurs, on avait travaillé sur certains... comment ça s'appelle, des entreprises publiques, et notamment en partenariat avec la Poste, pour identifier quels étaient, sur certaines petites villes, les meilleurs équipements, les meilleurs infras développés en faveur du vélo et qui évitent effectivement de prendre la nationale, de rouler au milieu des voitures, etc. Vous avez des très grandes villes, d'ailleurs, qui sont très mal desservies. Rouler en vélo à Marseille, pas sûr que vous finissiez la journée. Bon, et à l'inverse... il y a un tram. Il y a un tram. Il y a un tram. Donc, on parle bien de multimodalité, mais à l'inverse, vous avez dit comme Laval, par exemple, où vous avez ou même des villes pas mal en Bretagne, où vous allez retrouver des pistes cyclables qui sont développées sur des distances assez longues et qui permettent une alternative. Une fois de plus, on ne fera pas 50 km en vélo, mais ça représente une capacité aussi en province à utiliser autre chose que la voiture, en tout cas pour un certain nombre de déplacements. Je reste vraiment sur cette logique de... Je pense qu'on va de plus en plus, tout un chacun, réfléchir et multiplier les moyens. On ne fera pas du 100% voiture, on ne fera pas du 100% vélo. On va être entre les deux.
Et dernier point sur lequel je voulais rebondir, c'est que là, on a beaucoup parlé, à juste titre d'ailleurs, de la pédagogie à avoir auprès des collaborateurs, de leurs attentes, de la façon dont les entreprises envisagent de mener leur transition. Et j'ai envie de dire, il y a une partie qu'il ne faut pas oublier, c'est le gestionnaire. Alors, le gestionnaire de mobilité ou l'équipe de gestion de mobilité, parce que lui aussi, à un moment, il va falloir avoir un peu de pédagogie et lui mettre des outils à disposition, parce que plus on va parler de multimodalité, de mixité des solutions, plus ça veut dire des sources de travail, des façons, des process différents dans l'entreprise. Et ça, il faut que ça soit viable aussi à un moment. Avant d'avoir, on va dire, l'engouement et l'approbation des employés et des collaborateurs, encore faut-il arriver à des choses qui soient packagées, des choses qui soient faciles à mettre en place, des choses qui soient, entre guillemets, prédéfinies, pour faciliter cette implémentation côté services généraux ou achats, et pas monter des usines à gaz qui peuvent tuer le sujet dans l'œuf avant même que les collaborateurs émettent leur avis sur telle ou telle solution. Merci Régis. Les réponses aux questions, j'y tiens, c'est important. Latifa, vous vouliez réagir à des questions qui ont été posées dans le chat? Oui, alors sur la partie borne électrique, le grand spécialiste c'est Cyril et je vais le laisser répondre là-dessus. Pour ce que j'ai vu, il faut que je regarde le reste. Marie posait juste, enfin c'est pas posé la question, on disait, des entreprises proposent tout simplement la somme d'argent forfaitaire pour les cadres éligibles. C'est fiscalisé, donc c'est pas dans l'intérêt de l'entreprise. Donc c'est très rare que ce soit proposé parce que c'est de l'argent et l'argent ça doit être déclaré et donc c'est déclaré. Donc c'est la raison pour laquelle on a des véhicules de fonction. Sinon il y a le crédit mobilité dont nous avons parlé tout à l'heure, mais c'est très rare et les entreprises s'interdisent de donner de l'argent aux salariés et ils en font ce qu'ils veulent. Je me demande même si c'est pas interdit. Je voudrais juste rebondir sur ce point, pardon Latifa. Ouais. On voit par contre en parallèle, pour répondre à cette question, des offres aujourd'hui qui sont en train de se développer, ce qu'on appelle des offres 6 roues, c'est-à-dire permettre à des collaborateurs qui ont un véhicule d'entreprise de pouvoir choisir quelque chose de plus petit et d'intégrer au contrat de location un vélo en plus. Oui, c'est ce qu'on appelle le crédit mobilité. Mais ce que disait Marie, c'était on remettait une enveloppe de l'argent. Oui, c'est différent. L'idée, c'est pas de donner de l'argent aux collaborateurs, c'est vraiment de l'intégrer dans un forfait de location, mais qui couvre une voiture plus un vélo. C'est un crédit mobilité, mais c'est pas de l'argent qu'on remet aux salariés, parce que si on lui remet, bah, c'est fiscalisé, et puis il y a déduction de la sécurité sociale, CSG, etc. etc. Ouais. Sur le chat, il y a Frédéric et Cédric qui abordent le thème du changement de manière de conduire. Il y a des chartes dans des entreprises pour adopter une forme d'éco-conduite qui peut réduire, améliorer en tout cas l'empreinte carbone, c'est assez intéressant. Il y a aussi bien sûr le sujet des bornes qui a été évoqué par Cédric justement. Quand une société installe une borne au domicile du salarié, le modus operandi, qui fait quoi, la sécurité. Cyril, c'est un sujet difficile, compliqué. Oui, c'est évident que c'est un des freins aussi au déploiement de l'électromobilité en entreprise. Déjà, c'est l'électromobilité. Il faut savoir que pour les gestionnaires de flotte automobile, c'est une vraie disruption. C'est-à-dire qu'on n'approche plus, c'est plus la même façon dont gérer les véhicules avant, et ça nécessite de repenser les choses. C'est extrêmement technique. C'est complexe, ça fait appel à des métiers qui n'étaient pas connus par le gestionnaire de flotte automobile. Donc, il faut accompagner le gestionnaire de flotte automobile et avec des prestataires qui ont les expertises. Mais effectivement, c'est extrêmement complexe. Donc, déjà, ce qui est important, c'est de retenir que la bonne pratique métier est de recharger une voiture à domicile. Aujourd'hui, en Europe, tous les pays, les usagers rechargent principalement à domicile. Parce que dans l'écosystème de la recharge, vous avez l'entreprise qui est primordiale, c'est un îlot de sécurité pour le salarié. Vous avez son domicile, où là, concrètement, il va pouvoir repartir tous les matins avec la recharge opérée. Et vous avez après ce qu'on appelle l'itinérance, qui là est beaucoup plus hasardeuse et avec des coûts de recharge qui vont ne faire qu'augmenter, puisque c'est une multitude d'opérateurs privés pour lesquels aujourd'hui le marché est très libre. Donc, l'idée, c'est plutôt effectivement de trouver une solution pour équiper les salariés qui veulent, parce que comme le disait Latifa et Régis, tout le monde ne peut pas ni ne veut pas rouler en véhicule électrique.
Voilà, on ne peut pas contraindre les salariés à un moment, ça ne marche pas, hein, sinon vous allez enregistrer des démissions. Donc, il faut plutôt engager. Et pour engager, il faut les accompagner, par exemple avec le questionnaire de profil d'usage dont je vous parlais, qui permet de faire cette pédagogie et qui permet de mesurer, par exemple, si on va pouvoir installer une borne au domicile d'un salarié. Tout le monde ne vit pas dans une maison, hein, donc, notamment dans les zones urbaines. Et là, effectivement, ça peut devenir très compliqué. Après, pour l'entreprise, ce qui semble assez simple, encore une fois, je parle plutôt pour des entreprises de taille importante, hein, c'est de mettre de la data supervision. C'est-à-dire que l'entreprise, elle est reliée à un opérateur qui va récupérer ce que le collaborateur a consommé. Le collaborateur, il paye sa facture d'électricité sur la base de son contrat d'électricité privé. Et ça repart à l'entreprise qui rembourse le salarié. Ouais. Donc, on parle bien de l'étude de fonction hein, dans ce cas de figure. Ça répond à la question que posait justement, je crois que c'était Sophie ou je ne sais peut-être Larbi, qui payait justement l'électricité. Vous venez d'y répondre, Cyril. D'autres réponses aux questions qui sont posées dans le chat. Régis, on ne vous voit pas, mais je vous donne la main. Le micro. On ne vous voit pas, mais si en plus on ne vous entend pas, ça va être compliqué. Oui, non, c'est bon, je suis là. Alors, dans les questions que j'ai vues, il y a une personne qui proposait ou qui demandait du détail sur les offres Sirou. Ouais. Donc, on parle bien effectivement de solutions complètement packagées, hein, c'est-à-dire il n'y a pas de… C'est pas un forfait mobilité durable ou un forfait de crédit de mobilité, ce n'est pas une somme chargée sur une application, etc. Ce sont vraiment des choses qu'on voit émerger avec un contrat, alors, souvent de la location, puisque c'est un package de services, qui inclut plusieurs solutions. Notamment, aujourd'hui, c'est surtout le vélo. Et ça, ce sont des choses, effectivement, qui deviennent, entre guillemets, industrialisées. Je pense que le sujet arrive aussi gentiment, mais sûrement avec les bornes, c'est-à-dire de pouvoir packager un véhicule électrique avec sa borne. C'est en ça que ça peut participer, entre guillemets, aussi à faciliter l'implémentation opérationnelle et faciliter la vie des mobility managers qu'on évoquait il y a quelques minutes. Très bien, merci Régis. Brigitte. Une question, je ne voudrais pas casser l'ambiance sur le vélo et sur les bornes, mais bon, quand on entend, comme hier, le gouvernement nous solliciter pour couper notre Wi-Fi, pour faire des économies d'électricité, je voudrais juste savoir comment on va appréhender cette crise énergétique versus la mobilité. Je n'ai pas la réponse, hein, bien évidemment, ce n'est pas ma spécialité, mais c'est quand même quelque chose qui m'interpelle aujourd'hui. Et de la même façon, comment c'est appréhendé d'un point de vue RH, c'est des questions que je me pose, ou DET, puisque si je mets une borne chez moi, comment j'arrive à différencier sur ma facture ce qui va relever de cette borne de ce que je paierai à la maison. J'ai peur que ce soit litigieux. Et ou en tous les cas, comment ça va être accompagné? Est-ce que Cyril ou Régis pourraient m'éclairer là-dessus? En fait, sur le sujet des bornes, en fait, non, c'est extrêmement bien contrôlé. Et tous les opérateurs qui installent des bornes au domicile des salariés donnent la possibilité à leurs bornes de switcher consommation privée ou consommation de l'entreprise. Après, on va avoir le même problème qu'avec les stations-service, hein, avec l'essence. C'est que le collaborateur, s'il a envie de tricher et qu'il ne switche pas, c'est pareil quand il vient à la pompe à essence et qu'il fait le plein pour 2 voitures. Question Mais en tout cas, les systèmes de data supervision, ils sont extrêmement bien faits. Et justement, vis-à-vis des IRP qui se posent des questions sur ces sujets, mais sur quelle base tarifaire l'entreprise va rembourser mon salarié. En fait, le plus simple, c'est cette solution, puisqu'en fait, on utilise le tarif que le collaborateur a négocié. Et comme justement, les salariés, en tout cas en France, les Français sont protégés dans l'immédiat par le bouclier tarifaire, c'est plutôt intéressant pour eux que ce soit un tarif qui soit imposé par l'entreprise. Moi, je ne l'ai pas vu ça à ce jour. Une entreprise qui dit, voilà, vous serez tous remboursés à 17 17 centimes d'euros le kilowattheure. Je n'ai pas vu ça. Donc, si je remets un peu la couverture vers le voyage et le déplacement, en ce qui concerne les indemnités kilométriques, elles sont légiférées par des barèmes de l'URSSAF. Donc, il va arriver un moment donné où ce que vous êtes en train de dire, si ce n'est déjà le cas, va être légiféré au niveau social et au niveau imposition.
Je le pense, puisque si on a des ICA, je ne vois pas pourquoi on n'aurait pas un barème qui va se mettre en place en termes de remboursement de kilowatts ou quelque chose comme ça. Ça me semble une évidence. Mais voilà, mais en tous les cas, la convergence de ces règles que nous rencontrons en voyage et déplacement sur des remboursements, notes de frais, politique de voyage versus politique mobilité, parce qu'on a beaucoup parlé du territoire national, mais quand quelqu'un part à l'étranger et pas en Hollande, ça va devenir quand même un sujet complexe pour savoir qu'est-ce que je dois faire, comment je me fais rembourser. C'est un vrai sujet pour les voyageurs quand même si, encore une fois, il faut qu'on gère ce problème au global. Un sujet riche, effectivement, Brigitte. Je vais vous demander, on arrive au terme de ce webinaire, on pourrait encore continuer à parler du sujet mobilité pendant 1 heure au moins. Quelques mots de conclusion, toutes et tous. Alors, d'ores et déjà, je m'adresse à celles et ceux qui nous regardent. Nous vous répondrons, bien sûr. Toutes les questions qui sont posées auront une réponse. Et puis, vous pourrez profiter du replay ad vitam aeternam sur le site de l'ARSEG, de ce webinaire pour justement enrichir tout ce que vous avez pu entendre jusqu'à maintenant. Latifa, quelques mots de conclusion avant de se quitter. Bon, on voit que c'est un sujet qui met beaucoup de débats, donc ça c'est très bien. C'est un sujet direction de l'environnement, des acteurs de l'environnement de travail. Nous avons beaucoup de réponses, mais il reste encore des questions et on l'a vu au travers de ceux qui ont pris la parole pendant tout ce webinaire. En tout cas, une chose qui est vraie, c'est que ça demande du temps, ça demande des ressources financières et des ressources, des ressources humaines pour pouvoir arriver à bien développer ces mobilités douces parce qu'il faut de l'accompagnement. Et une chose qui est incontournable, c'est qu'on sait que maintenant, c'est aussi un outil, la mobilité douce est un outil d'attractivité et de fidélisation qui va se développer progressivement. Brigitte, quelques mots ? Par rapport à ce que j'ai dit, et en reprenant le titre global du webinaire, dans la mobilité, il y aura les déplacements professionnels avec tous les arbitrages qui s'imposent. Je dirais que d'une façon générale, que ce soit le déplacement ou le voyage, on devra encore et beaucoup plus à l'avenir s'interroger sur essentiel ou non essentiel avant de bouger, de prendre un vélo, de prendre une voiture, de prendre un avion. C'est en fait, je le fais pourquoi. Voilà. Et rentrer quelque chose de plus responsable. Merci Brigitte. Cyril ? Moi, je dirais qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont calé leur politique RSE sur la trajectoire des accords de Paris. Donc aujourd'hui, c'est maintenir la hausse des températures mondiales en dessous des 2 degrés en 2100. Donc on voit bien une grosse prise de conscience des enjeux écologiques qui impose une décarbonation assez massive des activités des entreprises. Donc ça va pousser les entreprises à aller vers les mobilités actives. Et puis pour les DRH, un enjeu majeur de maintenir une qualité de vie, la sécurité, la santé au travail, le bien-être, qui fait que les mobilités actives deviennent, comme l'a dit Latifa, un vrai vecteur de performance dans l'entreprise. Merci Cyril. Régis, 2 mots ? 2 mots, effectivement, on le voit bien, on est quand même à un carrefour et à un moment de transformation de la mobilité en entreprise. Alors, il y a toujours 2 solutions. On peut voir le verre à moitié vide, c'est-à-dire une somme de contraintes nouvelles, de choses à intégrer qui n'était pas le cas précédemment, donc des charges de travail supplémentaires. Ça, c'est le verre à moitié vide. On peut le voir aussi côté moitié plein, c'est-à-dire qu'on va entrer, et on est d'ailleurs dans une période où les opportunités en termes de développement et de mise en avant des politiques RSE, du poids que ça représente aujourd'hui dans les entreprises, la RSE n'est plus simplement un contributeur à qui on pose la question ou on demande son accord lorsqu'on veut intégrer un plan d'action, ça devient l'outil central, ça devient un véritable interlocuteur stratégique et politique dans l'entreprise, dans le cadre du développement, à la fois d'ailleurs sur le core business de l'entreprise et bien entendu dans la façon de gérer les employés. Donc c'est aussi une formidable opportunité de pouvoir transformer les pratiques et la façon dont on va opérer sa mobilité. Merci beaucoup Régis, merci à tous les 4 toutes ces réponses sur ce sujet de la mobilité. Merci à vous de nous avoir suivis, d'avoir participé à ce webinaire que vous pouvez donc, je le répète, retrouver en replay donc à loisir sur le site de l'ARSEG, arseg.asso.fr.
Nos intervenants répondront à toutes vos questions, bien sûr, si vous en avez d'autres. Et puis, les supports, les informations que nous avons partagées avec vous seront aussi à disposition. Merci à tous. Une bonne journée à vous quatre. Et une excellente journée. On vous libère parce que là, il est 11h01 et il y a peut-être une autre réunion qui va démarrer dans un instant. Merci à tous. Bonne journée à tous.